Tranche de livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com. Bonjour à toutes et à tous. Tranche de livre, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Arverne 100.2. Une émission qui précède la notoriété mais ne la suit pas. Nous allons rester ensemble pendant une demi-heure avec une présentation de l'actualité des livres. Et aujourd'hui, un thème, les violences sexuelles envers les femmes. À travers un livre sensible et efficace, Les voix des femmes, Nathalie Cougny donne la parole à 10 femmes et définit les différentes formes de violence sexuelle. Viol, inceste, pédophilie, excision. Et nous avons des témoignages qui vont nous montrer l'engrenage de la violence et la reconstruction quand elle est possible. Alors, afin de proposer des solutions, ce livre a rassemblé une liste ciblée d'associations qui pourraient œuvrer pour la lutte contre les violences faites aux femmes et surtout les aider. Alors, nous avons un ouvrage qui est sorti l'année dernière, qui mérite une grande audience et qui donne aussi à la violence un éclairage très particulier qui remonte d'ailleurs à l'enfance, à la violence sur les enfants, les adolescents, avec tous les troubles du comportement qui sont liés, ou même pour aller jusqu'au cas de soumission chimique. Pour donner des chiffres sans vous saouler avec les statistiques, si je cite Naja Vallaud-Belkacem, en 2013, 121 femmes sont décédées victimes de leur compagnon ou ex-compagnon. Ce chiffre fait frémir parce que s'il est en baisse par rapport à celui de 2012, il est encore insupportable. Moi, je dirais qu'il est inadmissible. Et dénoncer les violences faites aux femmes, améliorer l'accueil et l'écoute pour qu'aucune violence déclarée ne reste sans réponse. Il faudra renforcer la protection des femmes et mobiliser toute la société pour lutter contre le sexisme et les représentations qui nourrissent les violences. Voilà les priorités des pouvoirs publics qui ont apporté leur soutien à ce livre. Radio Arverne est fier de pouvoir promouvoir ce livre, soutenir le combat de cette femme, et nous allons passer avant l'interview que nous aurons avec Nathalie Cougny. Nous allons faire une petite coupure musicale avec Pierre Perret, Mon petit loup, la chanson de circonstance. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées et les enfants qui se savonnent, le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant ce Sganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'emmènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé, ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque, la pêche de nuit au lamparo, et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut
et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver? On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fait, où il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein les trompettes. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. Tranche de livre, l'émission littérature de Radio Arverne. En partenariat avec la librairie Les Volcans. Bonjour Nathalie Cougny. Bonjour Henri. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans notre émission Tranche de livre pour évoquer le destin de 10 femmes. Dans votre dernier essai, je l'appellerai ainsi, et leur douloureux témoignage, Les Voix des femmes, qui a été publié, certes, l'année dernière, aux éditions Sud-Arène, mais qui est, hélas, d'une bien triste actualité. Oui, merci, oui, tout à fait. Et d'abord, pour que nos auditeurs puissent mieux appréhender le combat que vous menez, j'aimerais, moi, qu'ils essayent de faire connaissance d'abord avec vous, Nathalie. Et qui êtes-vous ? Oui. Je suis une maman de 4 enfants déjà. Et puis, je suis artiste peintre depuis 20 ans environ. Et plus récemment, publié avec un peu plus d'une dizaine de livres depuis 2010. Et auteur d'un spectacle aussi, et je travaille sur différents projets d'écriture, et notamment sur les violences sexuelles aussi. On va passer au vif du sujet. D'entrée de jeu, là, je vais carrément vous poser la question. Qu'est-ce qui a pu vous pousser à écrire ce livre ? Alors en fait, j'ai écrit ce livre à la demande de l'association Unissons nos voix, qui est une association qui rassemble des personnalités en chanson et qui lutte contre les violences faites aux femmes pour toucher un large public. Et ensuite, je l'ai fait aussi et surtout pour faire parler les femmes, car je crois que c'est vraiment ce qui est le plus difficile pour elles. Et quand elles le font, c'est le début d'une nouvelle vie et une libération. Donc le but, c'est d'informer évidemment le plus de personnes possible sur ce fléau des violences, mais aussi de libérer la parole. Que tout le monde prenne bien conscience en fait de l'ampleur des violences qui sont de plusieurs ordres et qui touchent majoritairement les femmes et les enfants. Je voudrais juste rappeler pour commencer qu'il y a plus de 200 000 femmes qui subissent des violences physiques et ou sexuelles et qu'on dénombre environ 84 000 viols par an ou tentatives de viol. Donc les chiffres, on est obligé d'en parler parce qu'ils donnent quand même une réalité. Et aussi il y a environ 700 enfants qui meurent de maltraitance par an, ce qui est encore plus énorme et odieux. Donc il faut en parler pour que ça s'arrête. Oui, justement, j'avais évoqué cet aspect de la question en parlant des décès de femmes suite aux coups portés par leurs conjoints. Vous avez dans votre livre 10 femmes qui ne sont pas des numéros, mais des prénoms tels que Cassandra, Céline, Roxane, Mathilde, Marie-Claire, Wanda, Coralie, Nathalie, Mathie et Mia. J'espère ne pas en avoir oublié. Ces femmes témoignent leur souffrance, mais je me pose une question. Est-ce que la justice a-t-elle fait convenablement son travail pour qu'elles en arrivent à exposer leur cas dans un livre ? Alors, la plupart de ces femmes n'ont pas été jusqu'en justice, parce que pour beaucoup d'entre elles, c'était la première fois qu'elles témoignaient dans mon livre. Mais bon, la justice, elle fait sans doute parfois très bien son travail. Je ne veux pas remettre ça en cause, mais bien souvent pas assez vite, c'est beaucoup trop long. On a souvent tendance à condamner déjà les femmes d'avance, à les rendre coupables, et on s'intéresse pas assez en fait à ce qu'elles ont vécu. Il faut les aider et pas les juger en fait. Et moi je suis quelques cas depuis des années en essayant d'apporter des conseils et du soutien, car je suis pas professionnelle pour les aider. Mais il y a vraiment des dysfonctionnements énormes et injustifiés, même parfois quand toutes les preuves sont réunies, ça va encore pas et ça traîne.
Donc je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire au niveau de la justice, de la police aussi, parce que quand les femmes vont porter plainte, ce qui est déjà très rare, on doit vraiment les prendre en considération, les écouter, les aider, et pas leur poser des questions qui les fait encore plus que culpabiliser ou qui mettent leurs paroles en doute. Elles ont besoin d'aide avant tout. Et la violence, ça se voit pas forcément sur un visage, donc il faut les écouter et être attentif au moindre de gestes de souffrance en fait. Là, je partage votre point de vue pour avoir été confronté à des situations similaires. Et il est vrai que témoigner, c'est un acte à la fois courageux et douloureux. Et je me suis posé la question, quels arguments vous avez employés pour les convaincre de venir témoigner dans votre livre ? Alors c'est souvent une histoire de rencontre, encore une fois. Et déjà, c'est mon second livre sur les violences. Le premier avait déjà touché pas mal de gens et il y avait vraiment des choses difficiles déjà à entendre, même si le sujet était plus sur les violences en général. Et puis j'ai organisé pas mal d'événements ou participé à des événements, donc je suis déjà assez engagée. Et puis souvent on a un lien très fort très rapidement en fait. Et je sais pas, peut-être que c'est dû à ma personne et la façon dont je suis avec elle. En tout cas, je cherche pas à incriminer les hommes, on a besoin aussi de vous. Mais de dire des vérités et vraiment une réalité sans pathos, mais faire comprendre au plus grand nombre toutes les souffrances que ça engendre et surtout les violences sexuelles. Oui, pour avoir pu faire un coming out, puis participer à la postface d'un de vos précédents livres, Secrets de femmes, le premier, j'ai trouvé une grande empathie pour les hommes. Alors, vous n'êtes pas dans un esprit de revanche et de jugement. Non, c'est très complexe, les violences, c'est complexe, donc on peut pas... il y a des raisons souvent derrière, donc c'est difficile. Il faut trouver justement un chemin de réconciliation et pour que ça diminue et qu'on ne vive plus ça dans notre société aujourd'hui, quoi. Alors c'est vrai qu'on ne pourra pas le développer à l'antenne parce que le temps est cruellement court, mais il est vrai que quand on réfléchit au cursus des femmes violentées, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que les violences sexuelles envers les femmes commencent en fait à l'enfance, pour la quasi-totalité des celles-ci. J'ai lu les témoignages, je me suis posé la question si est-ce qu'il ne faudrait pas agir beaucoup plus précocement avec, je ne sais pas si vous avez des explications ou des remèdes, mais je crois que c'est là que le problème se pose, c'est dès l'enfance. Oui, alors on sait déjà qu'environ 30% des agresseurs ont été abusés eux-mêmes sexuellement durant leur enfance, donc c'est une des raisons aussi. Ensuite, il y a des troubles du comportement, les déviances sexuelles, la situation sociale, il y a tout un tas de facteurs qui déclenchent les violences. Et pour moi, l'unique remède, c'est l'éducation et la responsabilisation, et ça commence tout petit. On sait aujourd'hui qu'une fille sur 8 et un garçon sur 10 sont victimes d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans, donc c'est énorme. Il y a environ 4 millions de cas d'inceste en France, sans compter tous ceux qui se taisent. Donc il faut absolument protéger les enfants, et ça commence par l'éducation. Il ne faut pas avoir peur de briser la famille pour sauver une vie. Je pense, car les enfants abusés, vraiment, c'est des lourdes conséquences quand ça ne va pas jusqu'au suicide. Et dans 85% des cas, l'enfant connaît son agresseur, qui est le père dans 40% des cas. Donc c'est vraiment dès tout petit qu'il faut informer les enfants. L'actualité, elle est déjà assez chargée avec toutes les affaires de pédophilie qu'on entend. C'est une longue approche qui s'opère pour mettre les enfants en confiance et ensuite abuser d'eux. Et on doit absolument les avertir, alors sans entrer dans une psychose, mais leur dire la vérité, parce que ce sont des êtres vulnérables. Et je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Il n'y a pas assez de campagnes d'information. Il faut faire de la maltraitance une grande cause nationale. Il faut informer les parents des conséquences et aussi des peines encourues. Et ça peut se faire, par exemple, dans le carnet de santé. Parce que aujourd'hui, c'est les associations qui portent ça et qui font un travail remarquable, mais elles peuvent pas tout faire. Et aujourd'hui, par exemple, il y a 90 000 enfants en danger. Donc déjà, il faudrait interdire les châtiments corporels en France, qui est un des rares pays, je crois qu'il reste 3 pays en Europe où c'est pas interdit. Et puis bousculer un peu le statut de la famille qui est intouchable. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Danger, voilà. J'allais vous dire ça parce qu'en fait, la famille, le berceau de l'épanouissement, est parfois le foyer des souffrances. Et je me rends compte en fait que à travers l'unique foyer des souffrances.
France, bien Ah sûr. oui, Ouais. souvent. Et je vois à travers les témoignages des femmes, on trouve en fait ils connaissent leur agresseur. C'est vrai qu'il y a le viol de rencontre dans une ruelle sombre. Je dis pas que ça n'existe pas. Il y a des Mais viols de c'est pas mauvaises forcément- rencontres. c'est pas, oui, justement, les gens pensent que le viol, il a lieu Voilà. dans un partie de la Voilà. nuit, mais pas du tout. Il a lieu au sein de la famille aussi. Comme en couple, Voilà, quoi. c'est ça. C'est ce qu'il faudrait peut-être bien faire comprendre aux gens, c'est qu'en fait, ça se situe souvent dans un huis clos et derrière des Ouais. volets fermés. Mon Dieu, les Exactement. voisins n'entendaient rien et ne voyaient rien. Ça, c'est déjà cette chose que je voulais vous faire dire. Alors moi, le livre, vous allez peut-être me faire un reproche amical, justement. Bon, il n'est pas uniquement axé sur le viol, parce que je regardais contre les violences sexuelles envers les femmes et c'est vrai que l'adjectif sexuel, je dis pas qu'il est réducteur, mais je dirais qu'il n'est pas unique. Parce que je voulais aller plus loin dans la démarche, d'ailleurs que vous avez développé, hein, je vous en Ouais. fais pas la critique, mais vous Non, non, avez le viol, dans son acception brutale, il y a aussi le viol, c'est la première syllabe du mot violence. Une violence insidieuse, longue, latente et répétée, à caractère psychologique, avec la perversion narcissique qui va trouver sa place. Et moi je me pose une question, je vous l'avais posée, on en avait discuté en off, c'est la violence n'était pas aussi financière. Alors bien sûr, elle est d'ordre différent, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis c'est vrai que ça commence toujours par une longue emprise qui s'alterne de reproches, de gentillesse. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre pourquoi les femmes acceptent, mais en fait ça peut prendre des années d'emprise avant que les faits arrivent. Et vous savez, il y a des femmes battues ou sous emprise psychologique, mais souvent les deux sont liés, qui bien sûr ont plus accès au compte en banque ou à un chéquier et même à un travail parce que le conjoint les isole, c'est le but d'en faire une chose. Mais il y a aussi des femmes non battues qui n'ont pas de chéquier et à qui on donne une somme tous les mois. Donc oui, c'est une violence, c'est une domination. Ça va contre la liberté, le respect. Et je me demande juste une chose, c'est quelle est cette forme d'amour? Maintenant, la violence économique, elle est partout. Elle est aussi dans les différences de salaire à poste égal, le travail précaire qui est souvent réalisé par les femmes, limitant le plafond de verre, c'est-à-dire qu'on empêche les femmes d'évoluer, et c'est dans toute la société comme ça, quoi. Alors je voulais rebondir un peu sur le propos, parce que là je fais part un peu de mon expérience personnelle, c'est qu'on voit souvent les femmes, on leur recommande de quitter leur compagnon violent, parce qu'il faut qu'elles arrêtent, qu'elles s'en aillent, donc de fait, à part les concubinages, mais c'est le divorce qui est en point de mire, et avec bien sûr les problèmes sous-jacents de pension alimentaire, parce que les femmes ont souvent des enfants, qui ne sont pas bien sûr... C'est pour ça que de partir aussi, il n'y a pas... Quand on dit partez, je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui travaillent pas ou qui gagnent pas assez d'argent pour partir, qui ont des enfants, c'est facile de dire partir, mais c'est pas toujours évident pour elles, quoi. Alors justement, là, la violence, elle s'exerce dans tous les strates de la société, parce que beaucoup s'imaginent un peu la famille groseille où le père tape dur, mais on peut dire que chez les Lequenois, il y a aussi certainement de la violence. Oui, on en parle moins parce que c'est encore plus tabou, voilà, c'est tout. Dans certaines couches de société, où les femmes, bien sûr, sont tellement en situation de déséquilibre qu'elles revendiquent une prestation compensatoire qui, bien évidemment, ne sera jamais versée, le mari organise son insolvabilité, tout ça. Et en fait, les femmes se trouvent face à la justice qui s'appuie sur des critères objectifs. Quelles sont les ressources de monsieur? Monsieur s'organise son insolvabilité. Je pense qu'il y a un travail à faire pour que les femmes, lorsqu'elles divorcent, il faut absolument les soutenir avec une aide juridictionnelle convenablement. Ça, maintenant, il y a obligation de payer la pension alimentaire, sinon l'État, en donne une partie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui, une fois que les femmes sont parties, elles ont aucune nouvelle, ou alors c'est que pour être menacées, quoi. Voilà. Il faut le dire à nos auditrices, s'ils sont dans une situation pareille, que lorsque le mari cesse de verser la pension alimentaire, elles peuvent s'adresser à la CAF, qui peut bien sûr leur verser, je dis pas ce qu'elles attendent, mais au moins des subsides qui leur permettent de survivre. Hein. Oui. C'est très important, Nathalie, qu'on le dise à l'antenne. Et alors moi, je pensais à une chose, parce que je parlais de ce que j'allais faire ce matin avec vous, et j'ai rencontré un homme avec sa compagne, et cet homme m'a narré une situation absolument hallucinante, 1m90, un garçon costaud, c'est un homme battu. Un homme battu de 1m90. Alors, les gens vont dire, mais comment ça se fait que ce type-là, il est battu par un bout de femme 1m57 qui... comment ça peut se passer, là? Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que un jour,
parce que c'est pas un reproche, hein, vous êtes déjà investi dans le combat pour les femmes, mais même pas. Mais est-ce moi, quand je parle du combat pour les femmes battues, on me renvoie à la figure qu'il y a des hommes battus. J'étais incrédule jusqu'au jour où j'ai écouté les témoignages de ce monsieur qui m'a dit si je me défends et que je lui mets une baffe, elle va au commissariat et c'est moi qui en prends plein la gueule. Oui, je sais. Oui. Je sais que oui, bien sûr qu'il y a aussi des femmes perverses et violentes. Il n'y a pas de raison, mais bon. J'ai juste envie de dire que dans la majorité des cas et des procès, ce sont des hommes qui sont dans le box des accusés. Il y a 95% des personnes agressées sont des femmes. Donc je ferme pas les yeux, mais moi la violence, elle n'est pas que physique, elle est psychologique, elle est aussi dans la prostitution, elle est dans, comme vous l'avez dit, tout ce qui est économique. Enfin, il y a une domination majoritaire qui règne, on va dire. Et il y a encore aujourd'hui une femme qui meurt tous les 2 jours et demi et un homme tous les 14 jours. Mais dans ces hommes, il y avait beaucoup d'hommes violents aussi. Enfin, on va dire que la violence faite aux femmes, elle est quand même majoritaire, et les femmes et les enfants, parce que les enfants subissent aussi. Et beaucoup d'hommes sont à l'origine de ces violences. Mais donc moi, j'ai fait ce choix. Maintenant, on n'empêche pas les hommes de monter des associations, d'écrire, de manifester. Moi, j'ai eu des hommes qui sont venus me raconter aussi leur histoire, très peu, parce qu'il y a un tabou aussi là-dessus. C'est encore plus difficile. Mais la grande majorité des violences, elle est envers les femmes et les enfants, et j'ai choisi de défendre. Alors il faudra libérer la parole masculine aussi, mais alors il ne s'agit pas dans cette émission d'opposer une minorité statistique masculine contre une majorité féminine, parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Ce sont quand même les femmes les plus pénalisées. Les inégalités salariales, comme vous l'avez souligné, sont telles qu'elles ne peuvent pas s'émanciper et se libérer comme elles le souhaitent. Elles sont bloquées à un moment ou à un autre. Il y a des cas qui sont différents, évidemment, mais la majeure partie, c'est toujours les femmes qui occupent les postes les plus précaires, les mi-temps. On a besoin d'elles, mais elles sont sous-payées bien souvent à compétences égales. Aujourd'hui, il y a entre 20 et 30% d'écart dans les salaires à poste égal. C'est complètement incohérent, quoi. C'est pas logique. Mais alors, on n'en avait peut-être pas trop parlé entre nous, mais je pense quand même, quand je réfléchis, moi j'évoque avec des femmes, mais au risque même de m'engueuler avec, elle me dit, mais enfin quand même, elle est restée quand même 20 ans avec un gars qui la tape, pourquoi elle n'est pas partie plus tôt? Je me suis pris de bec sur des réseaux sociaux pour ce qui était de prendre la défense de la dame qui avait tué son mari. Je me souviens plus de son nom, vous me pardonnerez, mais cette femme-là avait tué son mari, et il est vrai que on disait... Je pense qu'il y a un moment, il faut comprendre, les femmes qui vivent ça le savent très bien, que l'emprise, ça peut prendre des années. Il y a des femmes qui partent au bout de 25 ans, qui supportent pendant parce qu'elles sont conditionnées, elles sont isolées, elles n'ont plus de personnalité, elles savent plus quoi faire. Bien souvent, ils les isolent de tout, des amis, de la famille. Elles se retrouvent seules sans travail. Il y en a moi j'en connais qui n'ont pas le droit de sortir de chez elles, pas le droit de faire les magasins. Enfin, et à un moment donné, elles peuvent pas faire autrement. Elles sont complètement dépersonnalisées. Et il faut que quelqu'un de l'extérieur, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut que les gens n'abandonnent pas ces femmes, qu'il y ait toujours quelqu'un en alerte et qui ose ouvrir la porte et les aider, ne pas les laisser tomber en fait. Mais l'écoute, on avait évoqué, vous l'aviez évoqué, l'écoute active de la police et de la gendarmerie. Alors moi je ne nie pas que l'action des pouvoirs publics ne s'oriente pas vers une bienveillance lors de l'accueil, mais j'ai eu le cas d'une femme qui s'est trouvée violentée par son mari, et quand je suis arrivé à la gendarmerie, le gendarme m'a dit, mais oh là là, vous savez, il y en a, elles cherchent un petit peu le conflit. Alors ça m'a tué, moi. C'est aberrant, quoi, complètement. Ou alors on vous dit qu'est-ce que vous avez fait pour le provoquer, pourquoi vous n'êtes pas parti, pourquoi vous n'êtes pas sauvé. Mais les femmes, elles n'ont pas envie d'entendre ça, elles ont envie d'être écoutées, qu'on les aide, parce que bien souvent elles sont dans un calvaire où elles ont vécu un traumatisme énorme, et elles n'attendent pas ça de la police, elles attendent d'être rassurées, d'être protégées. Et en fait, on se renvoie toujours une balle dans des camps en pensant qu'elle l'a cherché, qu'elle l'a fait exprès. Enfin, c'est fou, quoi. Alors ça, c'est gravissime, mais je tenais à le dire parce que c'est peut-être une expérience personnelle, mais on est dans un dialogue. Hein. Oui.
Et à propos de la violence physique, en fait, moi j'avais vu je me demandais votre avis, un film à la télévision où on montrait une femme avec des yeux au beurre noir. C'était un film qui était pétri de bonnes intentions et on parlait de la violence physique. Et je pense, enfin, je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous ne pensez pas que la violence physique n'est que l'épilogue d'une longue histoire qui est issue d'une emprise psychologique et que la femme dit stop et c'est là que les coups tombent. En fait, c'est la face émergée de l'iceberg. Dit stop, je sais pas, mais en tout cas, bon, il y a des hommes qui frappent d'emblée, de façon autoritaire et dominante, et puis il y a les pervers qui installent une relation d'emprise et qui, au bout d'un moment, vont plus loin et frappent. C'est pas évident. Enfin, il faudrait partir tout de suite parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas d'amour dans cette relation. On sait très bien que les hommes qui violent, par exemple, ils n'ont pas d'empathie. Même un viol conjugal, on ne doit pas l'accepter. On a le droit de dire non. On n'est pas une chose. On est fait d'émotions et normalement de raison, mais aussi certains de frustration et de pulsion. Et on ne devrait pas accepter ça. Donc, il faudrait soit porter plainte, soit quitter au minimum la personne. C'est pas une relation saine d'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut pas penser qu'on peut changer les gens. On ne change pas les gens. Mais tout à fait, excusez-moi, je vous avais interrompu. Simplement, je voulais vous dire que vous ne pensez pas que est-ce que ça sera le divorce juridique qui va mettre un terme à la vie conjugale, qui permettra peut-être la construction future de l'être nouveau que sera cette femme libérée enfin de ce compagnon. Déjà, il faut le quitter, ça c'est sûr, et puis après, il faut se faire aider parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul, c'est très difficile, il y a beaucoup de choses à remettre en place, il faut se restructurer, il faut se retrouver, il faut retrouver son corps, c'est complexe, donc il ne faut pas hésiter à se faire aider, il faut se diriger soit vers des psychologues, soit vers des associations. Il y en a beaucoup et qui aident dans différents domaines, que ce soit juridique, financier, psychologique, donc... il faut quitter cette personne, c'est sûr, parce que la violence, ça va toujours crescendo, ça ne diminue pas. Voilà, c'est ce que je pensais. Et justement, je voulais rebondir sur ce que vous dites, parce que ce que vous donnez, pas des solutions, mais des lignes directrices. Dans votre livre, c'est un véritable vadémécum de l'identification des violences, donc il faut les identifier. Il y a aussi dans votre livre, et je tiens à le dire à mes auditrices et auditeurs, bien évidemment, il y a des organismes et des institutions qui peuvent apporter leur soutien. C'est à la fin de l'ouvrage, j'ai trouvé ça absolument remarquable, au-delà des témoignages émouvants et bouleversants de ces femmes. Et ça aussi, il fallait le souligner. Nous arrivons malheureusement vers le terme de notre mission. Il nous reste encore 2 minutes. Ils me disent, je suis ravi. On va pouvoir un petit peu continuer. Et dans votre ouvrage, c'est un véritable acte d'information, votre livre. Moi, j'étais bouleversé par le témoignage d'une femme qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de celui-ci. Vous avez des nouvelles? Comment vous la revoyez? Qu'est-ce qu'elle pourra aller plus loin? Je sais plus comment. Jusqu'au bout de quoi? J'ai pas compris. Elle est allée. Je crois que c'est Mathilde. Si je prends c'est Mathilde qui n'a pas pu continuer son témoignage. Ah oui. Elle était encore trop en souffrance en fait. Et déjà c'est très dur. Ça demande des mois d'approche, de travail, de discussion. Et puis de toute façon, elles peuvent se rétracter d'une minute à l'autre. Ça c'est arrivé aussi. Et c'est normal, il y a une souffrance, il faut vraiment être fort, être libéré pour ça. La plupart, elles y arrivent, et puis après, il y a des images qui reviennent, c'est compliqué en fait. Moi, je vais malheureusement aller vers le terme de notre entretien. Alors, je vais vous remercier, Nathalie, pour votre disponibilité, la qualité de votre engagement. Je tiens à préciser, parce que c'est indiqué que pour l'achat d'un livre, je crois que je vais vous dire, je regarde le prix, c'est 16 €. Vous avez 2 € qui vont être reversés à l'association qui va créer des ateliers d'écriture pour les femmes victimes de violences. Lire ce livre, pour moi, c'est un acte d'information, c'est un acte citoyen. Vous devez soutenir les gens qui interviennent dans l'ordre pour venir en aide aux femmes en difficulté. Vous devez aider Nathalie. Moi, j'ai été fier et heureux de pouvoir vous apporter une exposition médiatique que je vous souhaite encore plus ample, parce qu'on n'a pas le droit de se taire. Voilà. Non, on n'a pas le droit de se taire, et je pense qu'il faut penser aussi à remettre de l'humain au cœur de la société, c'est important. Oui, je crois. Et nous avons été enchantés d'en savoir plus sur vous, d'avoir passé une demi-heure d'antenne avec vous sur un sujet très, très dramatique, mais avec l'humanité que vous avez, c'est très bien passé. Merci. Merci beaucoup, Henri. Au revoir, Nathalie. Merci, au revoir.
Tranche de livre, votre émission littéraire, en partenariat avec la librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com. Avec La Voix des femmes de Nathalie Cougny aux éditions Sud-Arène, un livre qui est un message contre l'inacceptable. Ainsi s'achève notre émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre rendez-vous de lundi 12h30.